Parfait. Sans problème. Il faudra 5 ans à une petite équipe pour mettre au point cette prothèse totalement inédite. Aujourd'hui, grâce à une puce capable d'effectuer plus de 500 millions de calculs à la seconde, le cerveau de Christian commande un bras à la fois artificiel et intelligent. Les signaux qui se forment dans le cerveau de Christian sont acheminés par les nerfs conducteurs jusqu'à la surface de la poitrine. Là, ils sont saisis par des capteurs ultrasensibles qui transforment ces signaux en signaux de commande pour la prothèse. Ces machines intégrées sont le premier pas vers le cyborg. Cet être robotisé, aux performances améliorées, qui hante l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Christian lui-même espère que ses bras artificiels lui donneront bientôt quelques super pouvoirs. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort, de porter des poids très lourds, comme Schwarzenegger dans Terminator. Tout cela va être possible à l'avenir. J'ai hâte de voir ça. Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme intitulé Revolutionizing Prosthetics est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus, mais aussi de mettre au point des super soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kg sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. L'armée est en règle générale le ferment essentiel des développements technoscientifiques. On peut dire que si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdue de plus en plus de vue. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance, est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. Canada numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape comme moteur 7. Fermez les gaz. Steve Austin. Astronaute. Un homme tout juste vivant. Je me souviens du début de cette série quand il disait « Nous pouvons le reconstruire ». Mon cœur battait. Je me disais « Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Si vous m'aviez demandé quand j'avais 13 ans si je voulais des jambes en chair et en os, j'aurais dit oui, absolument. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les chevilles de mes prothèses ne sont pas celles dont j'aurais hérité génétiquement. J'en suis sûre. Elles sont bien mieux. Des pieds pédicurés en permanence, c'est un gros plus. Pas besoin de me raser ou de m'épiler, c'est fantastique. Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans. Et maintenant, on y est. Athlète de haut niveau, mannequin pour Alexander McQueen, comédienne, Amy Mullins a été admise dans le club très sélect des 50 plus belles femmes du monde. Amputée des 2 jambes à l'âge d'1 an, elle s'est fabriquée autour de ce handicap qui fait d'elle une femme pas comme les autres. Avec elle, les prothèses sortent du domaine thérapeutique et font leur entrée dans la cosmétique. Les gens disent
La pauvre, elle n'a pas de jambes. Mais si, j'ai 12 paires de jambes. J'ai une pièce entière pleine de jambes. À en croire Amy, nous irons bientôt faire les boutiques pour nous acheter des paires de jambes mieux que nature et conformes à celles que nous vendent déjà les magazines. Nous aurons des membres sous garantie, avec option. Comme toutes les prothèses que nous utilisons déjà sans en avoir vraiment conscience. Nous sommes déjà dans l'ère de l'augmentation. Nous avons tous des prothèses. Ce sont nos téléphones portables, nos ordinateurs. Nous ne faisons plus rien sans tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il est probable que Pamela Anderson ait autant, si ce n'est plus, de prothèses que moi dans son corps. Et personne ne la traite d'handicapée. Jamais. La bonne nouvelle, c'est que plus personne ne me traite d'handicapée non plus. Un jour, je suis allée à une fête très chic. Il y avait une fille qui me connaissait depuis des années avec ma taille normale. Elle est restée bouche bée. « Qu'est-ce que t'es grande ?» J'ai dit « Je sais ». C'était marrant, un peu comme porter des talons sur des talons. Mais ça m'amusait. Elle m'a dit « Amy, c'est pas juste. » Et le truc dingue, c'est qu'elle le pensait. C'est pas juste que tu puisses changer de taille comme tu le souhaites. Que quelqu'un puisse envier le fait que j'ai des prothèses aujourd'hui, c'est un concept totalement nouveau. L'amputation volontaire, je pense que ça arrivera. Sûrement dans le monde du sport. Les athlètes feront n'importe quoi pour avoir les meilleurs avantages possibles. They told me that I'd never walk, that I'd never compete with the other kids. It wasn't in me to play water polo. They told me I'd never make the team. And a man with no legs can't run. Anything else you want to tell me? Amy Mullins et Oscar Pistorius sont les pionniers d'une ère nouvelle. Une ère où un homme diminué devient un homme augmenté. Un jour, dans les milieux les plus compétitifs, les mannequins, les sportifs de haut niveau ou les militaires seront amenés à remplacer leurs bras, leur œil ou une partie de leur cerveau par un organe artificiel plus beau ou plus performant. Maintenant, les technologies que nous développons sont dirigées vers l'intérieur de notre corps. Il ne s'agit plus de modifier notre environnement, mais de nous modifier nous-mêmes. C'est l'une des 5 ou 6 plus grandes révolutions de ces dernières 10 000 années, selon comment on compte la naissance de Jésus-Christ. C'est un pas aussi important que la sédentarisation. Nous avons eu l'avènement de la conscience, l'ère industrielle, l'ère de l'information. C'est un énorme défi. La question est de savoir comment nous allons rester humains au milieu de tout ça.